Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, Nancy Terrien, je suis coordonnatrice conseillère clinique chez Transplant Québec. Aujourd'hui, je serai accompagnée de ma collègue Annie Dutil, qui est aussi coordonnatrice conseillère clinique chez Transplant Québec, qui va agir à titre de modérateur. Il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui notre deuxième série de 3 conférences organisées par Transplant Québec sous le thème de notre nouvelle campagne de sensibilisation. Ne gardez pas tout ça en dedans. La présentation sera enregistrée et disponible pour ceux et celles qui voudront la revoir. Un lien vous sera acheminé par courriel à cet effet. La conférence durera environ 35 minutes. Une période de questions sera allouée à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions tout au long de la présentation et la section questions-réponses que vous allez trouver en bas de votre écran. Le sujet abordé ce midi, un sujet qu'on entend peu parler encore, c'est comment faire face au don d'organes dans un contexte d'aide médicale à mourir. Notre conférencière sera Dr. Chantal Vallée. Pour vous la présenter, Dr. Vallée est une spécialiste en médecine interne, professeure titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Chef de département impliqué en enseignement, elle est l'une de nos premières professionnelles à s'être impliquée au niveau du don d'organes en aide médicale à mourir. Vous allez peut-être la reconnaître parce qu'elle a fait partie des premières saisons de l'émission de Garde 24. Mais tout d'abord, nous allons commencer par accueillir Mme Sylvie Perrin, qui est la sœur d'un patient qui a fait le don d'organes en aide médicale à mourir en 2019 et qui a accepté de faire une mini-entrevue avec nous pour nous faire part de son expérience en don d'organes. Donc, on va commencer avec Mme Perrin. Bonjour, Mme Perrin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire la petite entrevue avec nous là, pour nous faire part de votre expérience. Donc, on parlait de votre frère Henri Perrin, qui est décédé en 2019, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc, tout d'abord, Mme Perrin, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pouvez me parler un peu de votre frère, quel genre de personne il était, ses valeurs, sa maladie. Décrivez-le-moi un peu. En fait, Henri, tout d'abord, Henri, c'est mon frère jumeau. Donc, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, là, l'aide médicale à mourir, puis le don d'organes, j'étais son proche aidant. Henri, c'est un grand sportif qui a toujours été un homme très en forme, très enjoué. Sa passion dans les dernières années, dans les plusieurs dernières années, ça a été la pêche. Et puis, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'entre-gens, pensait beaucoup aux autres, surtout depuis qu'il avait eu son diagnostic de maladie. Henri était atteint du Parkinson. Euh, il voulait laisser une empreinte suite à son départ. Là, et puis, en fait, depuis plusieurs années, Henri avait parlé du fait de faire le don d'organes. Donc, c'était quelque chose qu'il avait déjà, lui, dans ses valeurs. Et c'est quelque chose à laquelle il tenait beaucoup là, dans les dernières années, en fait, de sa vie. Parce que votre frère a eu confirmation qu'il était éligible à l'aide médicale à mourir. Comment est-ce que lui a su personnellement qu'il pourrait peut-être faire le don d'organes dans ce contexte-là? En fait, Henri avait encore une certaine capacité cognitive, je dirais pas vers la fin de sa vie, mais dans les années précédentes. Puis il a fait des démarches lui-même par rapport à ça. S'est informé sûrement sur Internet, des choses comme ça. Et puis, en fait, c'est lui qui m'a annoncé qu'il voulait faire le don d'organes. Je pense qu'il avait déjà fait des démarches à cet effet-là, puis il voulait que ce soit effectif. OK. Puis vous, en tant que famille, puis avec Henri aussi, c'était quoi vos appréhensions puis vos craintes par rapport au processus puis ce que ça allait impliquer? Parce que veut pas, ça chamboule un peu les plans de l'aide médicale à mourir, là. Oui, oui. Ce que ça a fait pour nous, c'est que nous, on était heureux. Ça va paraître paradoxal parce qu'on parle d'un départ, mais en même temps, on était heureux parce que Henri l'était. Il était vraiment content de pouvoir procéder au don d'organes, d'avoir la possibilité de sauver des vies, puis aider des gens, donc à poursuivre leur vie. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour lui. Puis au niveau de la famille, ben effectivement, on a respecté son choix. Puis dans tout ce bonheur-là, quand Henri nous démontrait, on ne pouvait pas faire autrement qu'être heureux de voir qu'il pouvait faire ce don d'organes-là.
Vous, quel soutien vous avez reçu de Dr. Vallée, de son équipe, de Transplant Québec? Est-ce que vous avez ressenti une certaine compassion? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on comprenait votre moment, ce que vous étiez en train de vivre? En fait, ce que vous venez de dire, je répondrais par tellement. On a vécu beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, euh, beaucoup de dévouement, euh, la compréhension, puis beaucoup de respect. On a été aussi très bien informés. On avait des questions, on avait différents éléments qu'on voulait discuter. Il y a eu une très grande ouverture. Moi, j'appelais Dr. Vallée notre ange. Comment s'est passé le processus avec votre frère, là, son entrée à l'hôpital, les examens? Parce que ça implique des examens que normalement votre frère n'aurait pas eu à passer à la fin de ses jours, là. Comment ça s'est passé pour cette partie-là, en fait, là? En fait, c'est effectivement, il y avait plusieurs examens à passer, dont le fait de prendre des prises de sang, ce qu'Henri détestait. Il n'aimait pas du tout les piqûres, il avait beaucoup de crainte de ça. Et puis le fait aussi de devoir être à l'hôpital, ça, il avait pas vraiment envie d'être là, du moins le moins possible là, dans tout ce processus-là. Donc, il y a eu la possibilité d'avoir des prises de sang qui ont été faites chez lui. Donc, Transplant Québec s'est déplacé pour venir faire les, euh, les piqûres, là, ça, je peux dire. Et puis aussi, ben, en fait, au niveau, ce que ça a impliqué pour Henri, c'est qu'au lieu d'être à l'hôpital pendant 3 jours, précédait les dons d'organes, il a pu être là pendant 2 jours. Puis ça, il a beaucoup apprécié d'avoir cette liberté-là, puis de pouvoir faire des choix au niveau aussi de sa fin de vie là, dans les derniers moments. Donc, les choix d'Henri étaient impliqués aussi dans la décision, là, au niveau... on l'a écouté à travers tout ça, là, avec ses besoins et ses demandes aussi, là. Exact, oui. OK. Quel souvenir vous gardez, vous, de la dernière journée, là, des dernières journées, le jour du décès de votre frère? Euh, En fait, c'est sûr qu'on a beaucoup de peine, hein, il nous quitte. Mais là, c'est encore là, ça va sembler très paradoxal, mais il y avait beaucoup de bonheur. Henri, il était tellement heureux, il était serein. Il nous a même pris dans son cocon, il s'est occupé de nous d'une certaine façon. Et puis, il nous a beaucoup soutenus dans cette démarche-là. Euh, Puis on s'est senti aussi beaucoup soutenus par l'équipe. Donc, l'équipe était là, on le savait. Euh, on savait que si on avait besoin de quoi que ce soit, ils étaient présents, mais en même temps, ils étaient très discrets. C'est qu'on a vraiment pu vivre notre moment à notre façon. Et on a même pu avoir un moment, chacun de nous avec Henri, un moment personnel pour faire nos adieux à notre frère. Donc, vous avez quand même vécu les derniers moments avec Henri en famille, sans Oui. nécessairement avoir l'impression d'être dans un milieu très médicalisé. Ah, pas du tout. On se sentait pas du tout dans un milieu comme ça. Évidemment, on était à l'hôpital, on était dans la chambre la plupart du temps avec Henri. Mais Henri pouvait quand même se promener un peu, marcher un peu, et puis venir nous rencontrer. Donc, il y avait quand même une certaine liberté là, pour lui, là, étant donné qu'il n'était pas dans un état où il était confiné par sa maladie dans son lit quand même. Là. Mais c'est ça. Donc, on se sentait bien. OK. Oui, oui. Puis vous, en tant que famille, quel souvenir vous gardez de cette expérience-là? C'est quoi vos sentiments, vos émotions quand vous repensez à cet épisode-là de votre vie, quand vous êtes reparti de l'hôpital en sachant que Henri était décédé, mais était en train de sauver des vies finalement? Ben, c'est justement, c'est ça qui nous a tenus beaucoup. Ce fait que Henri, en fait, il a pu réaliser les 2 plus grands souhaits de sa vie. En fait, il a pu s'offrir grâce à Dr. Vallée, entre autres, là, puis toute une équipe là, qui est autour de ça aussi, mais les 2 plus beaux cadeaux de sa vie, en fait. Il a eu droit à l'aide médicale à mourir et il a aussi eu droit aux dons d'organes. Fait que pour lui, il partait pas
en laissant rien derrière lui. Il partait en laissant derrière lui le fait de pouvoir aider des gens qui en avaient besoin. Puis ça, c'était un grand bonheur. Puis je vous dirais qu'à la limite, il avait hâte que ce moment-là arrive parce qu'il avait hâte d'aider les gens. Il voulait s'assurer qu'il y ait des vies sauvées et que ça puisse fonctionner. Quelle vie a sauvé, Henri? Est-ce que vous en souvenez? Combien de vies? Oui. Si je ne me trompe pas, il a sauvé 4 vies. Il a fait le don de ses reins, de ses poumons. Vous m'aidez, là? Et son foie. Donc, c'est ça. Puis, ses reins, ses poumons, il y avait quoi, entre autres, vous m'en aviez parlé déjà. Et oui. Puis, pour lui, ça a été un grand bonheur. Puis pour nous aussi, c'est un peu un réconfort en même temps de savoir que il partait, il n'était pas malheureux du tout. Il était très heureux de son choix, il était serein. Il avait pu faire le choix de sa vie. Parce qu'à un moment donné, quand tu es malade, comme Henri l'était, tu fais plus le choix là, de ta vie. Hein. Tu l'as subi d'une certaine façon. Et puis là, ben, il pouvait partir en disant, j'ai fait le choix. Il a choisi de sauver des vies. Excusez-moi. Merci beaucoup, Madame Perrin. C'est super généreux de votre part de nous avoir témoigné l'expérience de votre famille. Je sais que ça peut être un peu difficile, mais on vous en remercie beaucoup. Puis on remercie aussi le courage de votre famille. Et puis, en souvenir d'Henri, on va passer à la conférence là, où est-ce qu'on va voir comment ça fonctionne au niveau du don d'organes en aide médicale à mourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir d'être parmi vous. Merci. Merci. Donc, à vous, Dr. Vallée, je vais vous laisser présenter. Juste ouvrir votre micro. Ça arrive toujours au moins une fois hein, qu'on n'a pas le micro ouvert. Ça me fait plaisir d'être avec vous. En fait, là, je vais juste m'assurer que vous voyez bien ma présentation à l'écran. Oui, excellent. Donc, effectivement, en fait, on va parler de comment la situation a évolué, puis de qu'est-ce que ça implique pour nous, médecins, quand on reçoit une demande d'aide médicale à mourir, mais une demande d'aide médicale à mourir avec un intérêt pour le don d'organes. Et je vous avouerai que quand cette question-là est venue la première fois, j'étais pas prête et j'avais très peu de réponses et on a cherché pour être capable d'en donner. Vous avez donc entendu Mme Perrin vous décrire un peu comment s'était présenté son frère. Donc, c'est un homme atteint de Parkinson sévère qui évoluait depuis plusieurs années, un support très intense à domicile, une implication importante de la famille, mais également du CLSC, un monsieur qui avait des chutes quotidiennes là, dans les derniers jours, dernières semaines de sa vie, qui s'inscrivait vraiment dans une trajectoire de soins de fin de vie, avec des souffrances physiques et psychologiques significatives, qui en faisait effectivement un candidat à l'aide médicale à mourir. La première étape demeure ça, de statuer puis effectivement évaluer si le patient qui est devant nous est un candidat pour l'aide médicale à mourir, d'aller obtenir la deuxième opinion, la deuxième évaluation médicale par quelqu'un, par un autre médecin, parce que l'aide médicale à mourir, qui n'est pas le sujet de la conférence de ce midi, demeure quand même normé et demeure quand même à apprécier au regard de l'évaluation médicale. Donc ça, c'était vraiment pour nous la première étape à faire et c'est ce que nous avons fait. Mais très, très rapidement, en discutant des souffrances, en discutant de la situation clinique, en évaluant si effectivement le patient était un candidat à l'aide médicale à mourir, bien, rapidement, là, sont venues les questions, mais moi, je suis intéressée par le don, j'y réfléchis, je sais que c'est possible, pouvez-vous m'aider? Et la réaction à chaud, dès les premières minutes, c'est de dire, mais là, attendez, là, pourquoi? Est-ce que ça se fait? Qui on doit aviser? Comment
comment on actualise cette demande-là? Est-ce que c'est recevable? Puis est-ce que ça s'offre aussi, hein, quand on retourne à la maison comme soignant? Ben, il y a comme une certaine dualité entre le fait de prodiguer des soins de fin de vie puis de recevoir une demande de don. Puis il y a aussi un certain décalage éthique qui se dit, ben moi qui donne de l'aide médicale à mourir, qui participe à des soins de fin de vie, est-ce que j'ai le droit de considérer, de proposer, d'ouvrir rapidement la discussion sur, mais savez-vous que ça se fait de donner des organes dans ce contexte-là? Donc, il y avait quand même un certain questionnement qui rapidement a pris de la place, qui nous demandait d'évaluer notre désir de nous impliquer à ce niveau-là de façon à répondre aux questions de M. Perrin qui était très présente et qui, effectivement, était très légitime dans les circonstances. Fait, on est parti un petit peu de la démarche et ce que je vous propose, vous allez voir, c'est la réflexion clinique et l'organisation clinique derrière ce double soin d'aide médicale à mourir qui évolue vers un don d'organes, mais aussi c'est un petit peu une espèce de procédurier, des étapes qu'on a discutées puis qu'on a mis en place avec Transplant Québec pour faciliter la vie des gens qui pourraient effectivement se retrouver dans une situation semblable. Donc, identifier d'abord par l'équipe traitante, est-ce qu'il y a une demande officielle d'aide médicale à mourir? C'est la première étape. Est-ce que la personne qui fait la demande d'aide médicale à mourir, une fois qu'on considère qu'effectivement cette demande d'aide médicale à mourir est recevable, est-ce que cette personne-là satisfait aux critères potentiels pour être un donneur potentiel d'organes? Et après, ben, c'est d'expliquer la démarche et de référer. Et c'est là que les gens de Transplant Québec sont vraiment d'une aide formidable. Donc, rapidement, pour nous, le travail comme clinicien, ben, c'est de contacter soit l'infirmière de liaison de l'établissement, l'infirmière ressources de Transplant Québec, un coordonnateur là-bas pour être capable de poser les questions et d'entamer rapidement la discussion. Parce que la première fois, il y a des choses auxquelles on ne penserait pas qui nécessairement se présentent. Puis, ce n'est pas toujours des questions qui sont simples et des réponses qui sont faciles à obtenir. Donc, ça devient important d'avoir des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer qui ont bâti l'expérience au fur et à mesure des dernières années du nombre de cas qu'on a eu. Une fois qu'on a identifié, bien, on organise vraiment une rencontre avec la personne, avec le patient, avec l'infirmière de liaison, avec le médecin qui accompagne le patient dans ses soins de fin de vie, qui fera éventuellement l'aide médicale à mourir, de telle sorte à pouvoir justement tous avancer un petit peu à la même vitesse et à être présent pour pouvoir voir les problèmes surgir, les petites complications qui sont inhérentes au fait qu'effectivement, ça médicalise un soin qui normalement pourrait se donner à la maison, qui pourrait se donner en maison de soins palliatifs, qui tout à coup devient très hôpital dépendant parce que ça va s'en suivre de gestes chirurgicaux d'un prélèvement qui doit être fait dans un temps qui est compté. Valider la décision de la personne d'informer les proches d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. La part de la famille, ici, vous l'avez senti, je pense que Mme Perrin vous l'a très bien communiqué, mais le fait de pouvoir partager avec la famille, le fait de pouvoir impliquer la famille, de savoir ce que la famille sait, est-ce que la famille consent, bien, nécessairement, c'est très supportant parce que le processus d'aide médicale à mourir devient très médical, très hospitalier, à la limite de l'extérieur, même certains pourraient dire un peu froid, parce qu'on vit nos derniers moments dans un contexte qu'on ne maîtrise pas pleinement pour un patient et sa famille, parce que une fois qu'on déclare le décès, bien, on doit procéder au prélèvement des organes. Puis une fois qu'on a exposé tout ça, qu'on répond aux questions, bien, il faut donner le temps aux patients, donner le temps à la famille de réfléchir, de prendre la décision avec toutes les informations nécessaires. Donc, il faut planifier dans l'organisation du soin de fin de vie vraiment des moments où on va retourner en contact, où on va recontacter le patient pour valider que ça fait toujours du sens pour lui, pour valider que la famille est toujours supportante et qu'on s'en va toujours dans cette direction-là, parce que ça nécessite donc plus d'étapes que d'entrer quelqu'un à l'hôpital qui est en fin de vie, prodiguer l'aide médicale à mourir, constater le décès et terminer la situation de soins à ce moment-là. Je viens d'en sauter une.
le soutien de la famille, hein, on le mentionne, mais pour ma part, c'est vraiment, dans cette expérience-là, c'est vraiment central, en fait, à des conditions gagnantes pour que ça se passe bien. Il y a une complexité de prise en charge qui est liée au fait des rencontres multiples, des examens préalables à l'aide médicale à mourir, préalables au prélèvement d'organes. Il y a une démarche pour le médecin responsable du soin aux patients aussi qui est un peu parfois contraignante ou qui peut soulever certains questionnements. Donc, de pouvoir compter sur la famille, d'avoir accès à ces gens-là pour être capable d'en discuter, de faire un certain découplage entre le soin et la fin de vie, mais entre aussi la promesse d'un futur, un futur auquel le patient croit, mais futur auquel la famille adhère aussi bien souvent. Mais tout ça, ça aide à pouvoir cheminer, puis à pouvoir aussi être supportant pour l'équipe de soins qui va être impliquée dans l'aide médicale à mourir pour ces patients-là. Ça peut être aussi terre à terre que de pouvoir permettre aux patients d'avoir accès à un transport facile pour venir faire les prises de sang, pour venir faire les examens de radiologie, pour pouvoir être réexaminés par le médecin, parce que toutes ces étapes-là sont nécessaires et préalables, en fait, à la complétion de l'aide médicale à mourir, puis au processus après de prélèvement d'organes. Donc, une fois qu'on a confirmé avec le patient qu'il est un candidat à l'aide médicale à mourir, qu'il est un candidat au don d'organes, qu'on a rencontré une première fois, répondu aux questions, qu'on laisse un peu de temps pour réfléchir, bien, on veut après organiser une deuxième rencontre pour vraiment obtenir la décision de la personne, répondre aux dernières questions qui pourraient subsister, puis après, planifier la séquence d'événements qui va conduire finalement à l'aide médicale à mourir, mais aussi au don d'organes. Parce que ça vient rajouter des étapes dans un contexte de soins et ça rajoute aussi du temps. Ça, vous allez voir, c'est probablement un des messages centraux, mais après le soutien de la famille et c'est ce noyau-là très important, la planification du temps pour le soignant qui accompagne un patient dans cette démarche-là, c'est aussi très, très important parce que tout prend un peu plus de temps et on veut être dédié, on veut vraiment offrir ce soin-là qui veut tellement dire quelque chose pour notre patient. Donc, cette présence-là, elle est absolument importante. Donc, comment ça s'articule dans la réalité, hein, le contexte de don d'organes dans une mise en scène d'aide médicale à mourir? Bien, l'aide médicale à mourir, ça peut se donner à l'hôpital, mais bien souvent, ça peut se donner aussi à la maison. Certains patients veulent vraiment le recevoir à la maison. Mais dans un contexte de don d'organes, ça peut malheureusement pas se faire autrement qu'à l'hôpital. Donc, pour le patient externe qui n'est pas hospitalisé, bien, il faut prévoir des déplacements pour les examens, des déplacements pour les prises de sang, des déplacements pour un examen physique. En même temps, il faut aussi réaliser que le patient vit ses derniers moments. Et si on est impliqué en aide médicale à mourir, c'est qu'on ressent cette importance-là, ce souci-là d'accompagner les gens dans ce dernier voyage-là de façon sereine, de façon paisible. Donc, on veut que cette sérénité-là et cette paix ambiante-là se poursuivent, même si des examens sont nécessaires, même si la démarche est plus médicale qu'elle devrait l'être normalement. Donc, il faut prévoir les visites médicales pour le premier médecin qui reçoit la demande d'aide médicale à mourir, la visite médicale pour le deuxième médecin, la visite médicale de suivi une fois qu'on a identifié que le patient était un candidat potentiel au don d'organes. Après, il faut prévoir pour l'aide médicale à mourir la voie veineuse, mais il faut aussi prévoir pour le don d'organes le questionnaire médico-social, les prélèvements, l'examen physique qui est nécessaire également avant le prélèvement des organes. Et ça, pour un patient qui est en externe, vous l'avez vu, on doit parfois avoir recours à une courte hospitalisation en ayant en tête de leur laisser toute la latitude pour être capable de profiter de leurs derniers jours de concert avec la famille, donc de permettre des dodos à la maison, de permettre des sorties, de permettre un dernier repas en famille, parce que c'est le genre de choses qu'on voit quand on accompagne des gens en fin de vie qui sont candidats à l'aide médicale à mourir. Donc, en parallèle, ce qu'on veut, c'est aussi s'assurer que notre patient, candidat à l'aide médicale à mourir,
candidat potentiel au don d'organes, bien, qu'il soit évalué et que tous les examens se fassent. Donc, du côté humain, on veut prendre soin. Du côté procédurier, il faut prévoir les déplacements, il faut planifier le prélèvement des organes, savoir où on va le faire, à quel endroit, dans quel moment de la semaine, être capable de le planifier aussi en conjoncture avec les activités hospitalières usuelles. Ça se fait dans une salle d'opération, mais il faut prévoir un peu la circulation autour du bloc opératoire, prévoir qu'on va avoir une salle d'opération dédiée pendant le prélèvement des organes. En contrepartie, avoir aussi un endroit où on va pouvoir procéder à l'aide médicale à mourir de façon paisible, de façon à bien s'occuper de ce patient-là qui ne partira qu'une seule fois et à qui on veut rendre hommage parce qu'il mérite d'avoir aussi une belle mort. Il n'est pas juste celui qui va donner ses organes, il termine sa vie aussi. Et ça, c'est vraiment tout le souci qu'on a derrière une procédure plutôt froide à première vue. Donc, la journée d'aide médicale à mourir, c'est une journée qui est chargée en émotions. C'est déjà chargé en émotions de façon usuelle. En rajoutant ce petit élément de complexité-là, ça vient donner un sens un peu différent. Il y a des petites particularités. Bien souvent, nos patients qui évoluent vers leur dernier voyage, qui demandent l'aide médicale à mourir, il y a un moment sacré avec la famille où tout le monde est autour, puis on va souvent partager un repas, partager ces dernières discussions-là, faire nos au revoir. Quand on est candidat à un don d'organes et qu'on va vers cette procédure-là après l'aide médicale à mourir, le patient doit être à jeun. Il doit être à jeun parce qu'on a besoin de procéder au prélèvement, entre autres, des poumons. Il faut éviter le reflux, éviter les risques d'aspiration au moment où on va procéder à la chirurgie après le décès du patient. Donc, ce jeûne-là, ça vient un petit peu complexifier parfois les au revoir. Ça pourrait être vu comme ça. Donc, il faut le prévoir dans nos discussions avec nos patients. La procédure se fait dans un environnement qui est un petit peu moins chaleureux, en proximité du bloc opératoire. Malgré ça, ce qu'on entend, c'est qu'on arrive à rendre ça relativement humain, moins froid, que pour ceux qui pourraient avoir le regard extérieur de dire « Ah, là, ça se fait en contigu au bloc, avec un moniteur branché, le patient déshabillé, prêt avec une jaquette d'hôpital, prête à pouvoir être transféré rapidement à la salle d'opération après le décès pour ne pas tarder à faire le prélèvement des organes. » Donc, cette espèce de froideur-là, on a quand même des moyens de la vaincre. Pour autant qu'on soit capable de le dire et de l'expliquer clairement au préalable avec la famille, amener de la musique, avoir les gens proches, se coller, ça fait partie des choses qui vont être importantes à planifier dans l'actualisation de la journée de l'aide médicale à mourir. Puis à la toute fin, quand on arrive pour constater le décès, une fois qu'on a terminé l'injection des médicaments, une fois que l'aide médicale à mourir est complétée, là, il faut faire sortir la famille pour être en mesure de pouvoir constater le décès et puis après procéder au don d'organes. Donc, ça oblige d'écourter la présence de la famille au chevet, ce qui met d'autant plus d'emphase sur l'importance d'avoir une préparation des au revoir qui est importante au préalable dans les minutes, dans les heures qui précèdent l'aide médicale à mourir. Et pour le clinicien, je vous l'ai dit tantôt, mais je le répète, c'est de se prévoir du temps. Se prévoir du temps, prendre la peine de raconter l'histoire, prendre la peine de raconter l'histoire à l'équipe qui sera impliquée, à l'équipe qui sera impliquée aussi dans le prélèvement des organes. C'est une situation très particulière, l'aide médicale à mourir accompagnée d'un don d'organes, parce que c'est une des circonstances où le patient va être roulé en salle d'opération vivant, où il va mourir et où il va ressortir de la salle d'opération vraiment mort. Donc, c'est pas coutumier, c'est pas usuel, c'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est pas ce qu'on voit en général. Donc, c'est important de prendre le temps pour l'expliquer, pour le raconter, pour connaître notre patient, puis verbaliser les attentes, verbaliser les valeurs de ce patient-là en regard du don, parce que ça aide à
adoucir un peu ce processus-là qui pourrait être, pour quelqu'un qui n'est pas préparé, très, comment je pourrais dire, très déstabilisant sur le plan de ce qu'on est habitué de faire comme professionnel de soins. C'est donc important de séparer les étapes. Personnellement, je m'étais dit, on va procéder à l'aide médicale à mourir, je vais constater le décès. J'aimerais ça aller voir un peu comment ça se passe de l'autre côté parce que je suis déjà prête, je suis déjà habillée, on est à la salle d'opération. Puis finalement, après coup, ça aurait été comme trop. Mon travail à moi, c'était d'accompagner M. Perrin, d'accompagner sa famille, d'être présente sur les dernières heures de sa vie, de donner un sens à son départ. Après le don d'organes puis le prélèvement, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça. C'est pas mon travail à moi. Donc, de reconnaître qu'effectivement, mon rôle, mon support, comment je pourrais dire, mon travail comme soignante, pour moi, c'était d'être présente pour M. Perrin, pour sa famille. C'était pas de faire autre chose. Donc, de séparer les étapes, de se donner le droit de dire, voilà, ça c'est ma part de travail, ça c'est la part de travail de l'équipe qui vient prélever, c'est très correct et très serein probablement. Et prendre soin du patient, prendre soin de sa famille, parce qu'on meurt juste une fois. Et que cette étape-là, dans la vie de quelqu'un, elle est aussi très, très, très importante. De façon technique, une fois qu'on a accompagné, qu'on procède à l'aide médicale à mourir, qu'on termine l'administration des médicaments, après, il y a le temps qui se met à rouler. Et là, tout à coup, on redevient très, très concentré. On doit constater le décès. On doit constater le décès par 2 médecins qui ne sont pas impliqués dans le processus du prélèvement d'organes. Le premier médecin est celui qui procède à l'aide médicale à mourir. Le deuxième devra être quelqu'un d'indépendant à l'équipe préleveuse. Le décès se fait par arrêt circulatoire et on a injecté une benzodiazépine, du midazolam, on a injecté du propofol, un curare. C'est la procédure usuelle qu'on voit en aide médicale à mourir. Il faut laisser le temps au cœur de s'arrêter. Et ce délai-là à respecter pour pouvoir constater le décès est un moment chargé d'émotions, mais aussi d'adrénaline parce qu'on veut que les organes, maintenant qu'on a fait tout ça, on veut que les organes soient sains, on veut vraiment que ça se passe le plus rapidement possible pour être capable de pouvoir garantir que la complexité de la tâche mène vraiment à quelque chose. Et simplement sensibiliser les gens au fait que quand on termine d'injecter après une aide médicale à mourir, le cœur ne s'arrête pas tout d'un coup. Bien souvent, il persiste une certaine activité électrique, bien souvent sans pouls, et que cette activité électrique-là peut parfois durer plusieurs minutes. Donc, parfois, le moniteur peut être aidant. Parfois, on peut le trouver plutôt déstabilisant parce que c'est long alors qu'il n'y a plus de pouls. Donc, ça fait partie de la réalité, ça fait partie des questions qu'il faut parfois adresser préalablement pour être bien certain de bien comprendre où on s'en va dans cette période cruciale-là où on sent vraiment que le temps se graine à une vitesse plutôt lente là, dans les minutes qui suivent la fin de l'administration de l'aide médicale à mourir. Et savoir se retirer une fois que tout est terminé, que le décès est constaté, être capable de prendre le temps comme soignant par respect pour ce geste-là qui vient d'être posé, pour rendre hommage au patient qui a choisi de donner ce sens-là à la fin de sa vie pour avancer, puis parce que la vie continue. L'aide médicale à mourir, c'est déjà quelque chose qui est très particulier dans un contexte de soins. C'est quelque chose qui parfois dérange et fait peur et questionne. Ce malaise-là, greffé à un potentiel don d'organes, pour certains, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas simple à gérer. C'est important d'en parler, c'est important d'aller chercher le support, les ressources nécessaires. Et il existe des équipes de soins qui sont passées à travers ça, qui sont parfois de très bons conseils. Donc, ce qu'on peut retenir finalement de l'expérience de l'aide médicale à mourir greffée à un don d'organes, c'est une grande leçon d'humilité.
d'humanité, je devrais dire. C'est une façon de faire la paix parfois avec la fatalité. On a subi une maladie, on a subi des souffrances, on prend tout à coup en main notre destin puis notre volonté de laisser quelque chose. C'est pour certaines façons de donner du sens à sa vie qui pourrait ne plus en avoir au moment du décès. Et pour la famille, vous avez vu le témoignage de Mme Perrin, c'est parfois un baume, c'est parfois une façon de, effectivement, pouvoir continuer à avancer avec une lueur d'espoir, avec une volonté de se raccrocher au fait que la vie continue à travers d'autres et que ça ne voulait pas rien dire, ce départ-là, que la vie a pris un sens vraiment tout à fait particulier dans ce contexte bien spécial là, qui est l'aide médicale à mourir greffée au don d'organes. Je reviens sur l'importance du débriefing. Après coup, c'est important de voir, c'est important de retourner voir l'équipe qui a accompagné le patient dans les dernières heures de sa vie à l'étage, de retourner voir l'équipe qui a accompagné le patient vraiment à travers la prodigation de l'aide médicale à mourir, pour être capable de pouvoir boucler la boucle et de s'assurer que tout le monde est bien à travers ça. Parce que ça peut effectivement être challengeant. Et c'est à la mémoire, bien sûr, de M. Henri Perrin, qui un jour de 2019 a sauvé 4 vies, hein, comme on vous l'a mentionné, après avoir posé plusieurs questions, après avoir volontairement mis le docteur qui l'a accompagné sur la sellette, là, en lui posant des questions auxquelles elle n'était pas toujours prête à répondre, mais qui nous a permis de réfléchir, qui nous a permis d'avancer et qui nous a permis de faire de ce moment-là bien particulier une expérience bien, bien gratifiante. Et je vous dirais qu'un des messages qui m'est resté, hein, en roulant vers la salle d'opération, juste avant qu'on lui administre l'aide médicale à mourir, il me disait « Mais docteur Vallée, tout le monde me regarde comme si j'étais un sauveur, comme si ce que je faisais, c'était tellement grand. Tout le monde me dit merci, tout le monde est impressionné. » Il dit « Pourtant, je fais juste ce qui me semble juste. Je fais juste ce qui m'apparaît bon et correct dans les circonstances. Moi, je ne peux plus en profiter. Si d'autres peuvent en profiter, ben, je suis bien content de ça. » Et c'est peut-être le message qui nous reste après une expérience comme celle-là. Merci beaucoup, Dr. Vallée, et encore une fois, Mme Perrin. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, on a eu énormément de questions, tous très intéressantes. Alors, je vais commencer par la première question. Est-ce qu'il y a une orientation éthique par rapport à offrir la possibilité du don d'organes durant le processus d'AMM? Est-ce correct de le faire ou s'il est privilégié de laisser la personne en parler elle-même? En fait, on s'est posé la question, puis on a effectivement consulté. Je pense que ça reste correct dans certains cas de pouvoir le soulever comme étant une possibilité. Ça demeure le patient et la famille qui reste souveraine, je pense, dans cette décision-là. Vous avez vu, ça amène quand même un certain élément de complexité, ça augmente le nombre de visites, ça médicalise un peu ce dernier moment-là. Mais dans certains cas, ça peut, je crois, être un tremplin vers un deuil qui peut être allégé, autant qu'un deuil puisse s'alléger, mais ça peut faciliter parfois le processus de deuil de pouvoir avoir recours à cette discussion-là. Si les patients sont ouverts, je pense que c'est une question qui peut très bien se poser d'entrée de jeu là, pour des gens qui sont habitués de faire de l'aide médicale à mourir. Ça peut être proposé dans des maladies neurodégénératives au long cours. Ça ne doit pas toujours venir du patient, je crois. Ça doit toutefois être encadré dans la mesure où il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Ça peut devenir malaisant si on a l'impression de s'inscrire un peu en défaut avec ce processus-là parce qu'on n'a pas toutes les réponses aux questions. Donc, si vous voulez l'amener, moi, je vous dirais, oui, c'est correct. Préparez-vous, par exemple, préalablement. Ayez déjà des réponses aux questions. Si les patients ont l'air de vouloir embarquer, bien, c'est parfait. On vient chercher de l'aide, on vient chercher justement le support de nos infirmières de liaison, des collègues de Transplant Québec. S'ils ne veulent pas,
c'est déjà assez lourd, l'aide médicale à mourir. Je pense que ça n'a pas besoin d'être complexifié à dessein si on n'est pas à l'aise. Merci. Deuxième question. Avez-vous eu à refuser le don d'organes pour un patient qui ne voulait pas que les proches soient au courant de sa démarche d'AMM? En fait, un patient qui demande l'aide médicale à mourir peut le faire sans le support de sa famille. Le patient a toujours le droit de ne pas informer sa famille. Si on procédait à un don d'organes, je verrais ça de façon très complexe et difficile, cette situation-là, parce que le don d'organes doit absolument se faire, l'aide médicale à mourir jumelée à un don d'organes doit absolument se faire en milieu hospitalier, doit se faire dans un contexte qui est tellement particulier que ça deviendrait difficile de le cacher. Je n'ai pas rencontré cette situation-là en clinique, mais le patient qui me dirait « Moi, je veux un don d'organes, mais je ne veux pas que ma famille le sache », j'aurais beaucoup d'arguments à lui fournir pour lui demander de reconsidérer sa décision parce que ça complexifie énormément le processus. Ça ne m'est pas arrivé, donc je ne peux pas extrapoler, mais c'est clair que je travaillerais fort à ce que la famille soit au courant. Ce serait trop difficile autrement. Prenez-vous une équipe dédiée à ce patient tout au long de ce processus? Exemple, toujours le même médecin et toujours la même infirmière. En fait, oui, c'est facilitant. Le même médecin, ben, ça se fait un peu de soi-même quand on décide qu'on est, comme médecin qui fait de l'aide médicale à mourir, quand on évalue un patient puis que c'est nous qui allons prodiguer ce soin-là, ben, il y a un suivi qui se fait. C'est la façon dont je travaille avec nos équipes. Donc, je retourne voir le patient à intervalles réguliers. Donc, effectivement, pour ce qui est de l'équipe médicale, définitivement. Pour ce qui est de l'équipe nursing, c'est sûr qu'on essaie de prévoir pour que ce soit idéalement la même infirmière sur quelques jours, qui soit toujours attitrée au patient. Ça facilite, ça permet une certaine ouverture. Tout le monde sait de quoi on parle, tout le monde est à l'aise de la même façon. Donc, je pense que ça met le patient en confiance, puis ça met l'équipe aussi en confiance, là, vu le souci un peu éthique et émotionnel derrière tout ça. Là. Parfait. Une autre question. Avez-vous eu des difficultés quelconques dans l'organisation du don d'organes dans vos installations? Jusqu'à maintenant, non. La façon dont on a tendance à fonctionner quand les patients désirent faire don de leurs organes après l'aide médicale à mourir, on a tendance à utiliser beaucoup les fins de semaine comme moment propice. Je vous le disais, hein, on arrive au bloc opératoire avec des équipes qui viennent prélever, ça prend des gens, il y a toute une circulation, il y a un contexte après de récupération des organes pour aller les livrer au bon endroit dans un délai acceptable. Donc, il faut tellement placer de blocs à la bonne place puis dans le bon ordre pour que ça fonctionne, que c'est beaucoup plus facile quand on a effectivement le loisir de pouvoir le planifier comme il faut. Et dans notre établissement, en général, on a tendance à utiliser les journées de fin de semaine pour être capable de le faire parce que c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux, c'est ce qui perturbe le moins les activités régulières. Est-ce difficile émotionnellement comme médecin de faire l'AMM et voyez-vous une différence émotionnelle si vous faites aussi le don d'organes après AMM? Bon, l'aide médicale à mourir, c'est très particulier. Il y a des gens qui veulent s'impliquer, il y a des docteurs qui veulent moins s'impliquer. L'implication puis le désir de s'impliquer en fin de vie de nos patients, bien ça, c'est propre un peu à chacun. C'est un moment, moi j'ai tendance à le voir comme un moment privilégié. Dans ma pratique en médecine interne générale, je suis des patients des fois sur 15-20 ans qui vont finir par se détériorer, qui entrent dans une phase terminale de leur insuffisance cardiaque, de leur maladie pulmonaire. D'être capable de les accompagner jusqu'à la fin, de pouvoir être présente, pour moi, c'est une façon d'accompagner que je trouve juste et adéquate dans ma pratique à moi. Est-ce que c'est pour tous les médecins? Je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Mais c'est clair que c'est un moment qui est chargé de plein d'émotions. C'est très solennel, c'est très... Moi, souvent, je dis à mes patients, j'ai le privilège de vous accompagner jusqu'à la fin, de vous tenir la main jusqu'à la fin.
c'est sûr que de greffer ça à un don d'organes, ben c'est comme une petite couche de plus. C'est comme un petit quelque chose supplémentaire. C'est vraiment une ouverture sur le futur. C'est une ouverture sur l'espoir. C'est une ouverture sur être capable de laisser une trace. On laisse des traces de différentes façons. Tout le monde laisse une trace. Il y a des traces qui sont plus visibles, plus colorées que d'autres. C'est comme ça que j'aurais tendance à le dire. C'est pas tant que c'est différent. C'est juste que l'empreinte laissée après, ben, elle prend une couleur un peu particulière. Et que diriez-vous aux médecins qui administrent l'aide médicale à mourir pour les encourager à proposer le don d'organes à leurs patients? Bien, que à partir du moment où on accompagne quelqu'un dans ces derniers moments, si on connaît bien nos patients, si on connaît bien les valeurs de nos patients et qu'on pense que ça peut s'inscrire dans ça, bien, ça nous permet de continuer la chaîne de soins. Mon soin se termine pas là. Mon soin permet d'autres soins, permet d'autres bons coups. Ça devient une façon de faire des rebonds à l'infini. Et ça, c'est extraordinaire. C'est rare qu'on peut avoir la possibilité de voir des effets comme ça qui sont positifs à répétition. Bien, ça, c'est exactement une belle façon de le présenter, je pense, et de sensibiliser les médecins qui prodiguent l'AMM à dire, bien, c'est possible. C'est complexe, mais c'est possible et ça se fait. Et quand ça réussit, c'est extraordinaire. Dr. Vallée, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir d'être avec vous ce midi. Donc, c'était tout pour la période de questions. Donc, voilà ce qui va conclure notre conférence aujourd'hui. Au nom de Transplant Québec, nous tenons à remercier Dr. Vallée et Mme Perrin, bien sûr, d'avoir été présentes avec nous. Puis nous vous remercions aussi d'avoir été présents et d'avoir posé plein de questions comme ça intéressantes. Dans le courriel que vous allez recevoir d'ici 24-48 heures, vous allez également recevoir un sondage. On vous inviterait à le remplir là, pour connaître votre opinion sur la conférence d'aujourd'hui. Nous vous rappelons que demain aura lieu la même heure notre conférence « Comment réagissent les organes au stress du processus de don » avec la docteure Isabelle Houd, qui est directrice de l'unité de transplantation rénale du CHU de Québec. Nous vous invitons à aller sur le site de Transplant Québec pour en savoir plus et vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à la prochaine. À demain.